Direction maintenant Déhay, le village représentant l'outre-mer et qui occupe la 4e place. J'ai eu la chance de me rendre en Guadeloupe, plus précisément à Basse-Terre, pour le visiter. Entouré de collines verdoyantes et baigné par la mer des Caraïbes, ce charmant petit village aux allures de carte postale vous séduira sans aucun doute par son authenticité. Les plages de Basse-Port sont connues pour leur aspect sauvage et préservé. Quant à celles de Déhay, elles font l'unanimité et comptent parmi les plus belles de Guadeloupe. Devant ces immenses étendues de sable doré, la mer des Caraïbes est d'un bleu inégalable. Vous l'avez compris, cet endroit est tout simplement paradisiaque. Je vous propose maintenant d'aller rejoindre Maritza, ma guide du jour, qui m'attend au port de Déhay. Vous me suivez ? Bonjour Maritza. Bonjour Stéphane, bienvenue à Déhay. Merci beaucoup. Quel charmant village, dites donc. Oui. Pourquoi s'appelle-t-il Déhay? Alors Stéphane, cette baie est considérée comme l'endroit le mieux protégé de la côte Caraïbe et qui portait le nom de Haie. La haie étant un endroit protégé où on peut facilement faire escale. D'où le nom de Déhay. Et puis, pour la petite histoire, il paraîtrait que Christophe Colomb, en 1493, aurait accosté dans cette baie pour se réapprovisionner en eau. Très bien. Mais il faut dire qu'à cette époque, évidemment, c'était très convoité, cette côte. Il y avait d'ailleurs des flibustiers, des corsaires et toutes sortes de pirates qui ravageaient la mer Caraïbe, non? Oh que oui, et entre le 18e et le début du 19e siècle, les Anglais ont attaqué à plusieurs reprises et pillaient le village. Alors aujourd'hui, je vois un bateau de croisière à l'horizon, là. Déhay accueille entre le mois de novembre et le mois d'avril énormément de bateaux de croisière. Des bateaux qui transportent à leur bord 500 passagers maximum pour protéger l'écosystème. Il y a un pélican qui vient de manger un poisson, là. Ah ben Pardon. oui, ça c'est collector Stéphane. Je vous propose, Maritza, d'aller voir le village. Eh ben on y va. On c'est y parti. va, allez. Bonjour. Bonjour. Elle est jolie la maison. Elle est très jolie. Vous avez fait en sorte de conserver l'architecture, les vieilles maisons. Et oui, effectivement, traditionnellement, en fait, on a des maisons orientées vers le soleil levant Oui. pour qu'elles soient illuminées par le soleil en tout temps. Et nous avions à l'époque des volets en bois. À cause des ouragans et des cyclones, j'imagine. C'est ça, pour protéger des intempéries, avec des hauts vents, également pour protéger de la pluie et du soleil. Stéphane, est-ce que vous êtes gourmand? Très gourmand. Oh, venez, je vous emmène chez Josie. Josie, ici, c'est une institution et elle fait des gâteaux traditionnels. Regardez. Oui. Bonjour Josie. Bonjour Josie. Alors c'est vous qui faites ces gâteaux? Oui, c'est moi. Et ça fait 53 ans que je fais les gâteaux ici parce que ça fait 53 ans que j'habite dans cette maison. Alors, mon mari m'aide à râper le coco. Ça, c'est le coco râpé. La Je leur confiture montre, de coco, c'est ça. Voilà. C'est le sirop cuit, sucre de canne, de l'eau, la vanille. Quand ça commence à bouillir, je verse le coco râpé dedans. Là, c'est le gâteau ananas fait avec cette confiture. Alors, ça c'est la confiture d'ananas artisanale, fait maison. Santé Stéphane. Ça Oh sent là là. bon. Oh là là là. Un régal. Alors moi, je veux goûter. Alors, C'est exquis. Merci beaucoup. À quelques pas de la maison de Josie se dresse la charmante église Saint-Pierre et Saint-Paul. Endommagée par l'ouragan Hugo en 1989, elle a été depuis entièrement refaite et dotée d'une impressionnante charpente en coque de bateau renversé. Et pourquoi il y a autant de monde devant le presbytère? Alors Stéphane, Déhay a la chance depuis 2011 d'être le lieu principal de tournage de la série policière franco-britannique Meurtre au paradis. Ah oui, ça Donc, cartonne. Ça cartonne en Angleterre où c'est diffusé sur BBC One et ça cartonne aussi sur France 2. Et vous avez comme ça des touristes qui viennent pour visiter le commissariat d'Honoré dans la série. Et ça, c'est l'ancien presbytère, C'est donc l'ancien transformé presbytère, en lieu de décor pour le film. Exactement.
Et puis souvent, ils tournent aussi chez l'habitant. Et les Déisiens jouent comme ça les figurants. En fait, on aime dire qu'à Déa, on est tous des stars, Stéphane. Ah, je reconnais, reconnaissez? regardez. Ben, Ah oui, asseyez-vous, ah oui, Stéphane. ah ben voilà. Alors, je suis dans le décor. Ah, c'est incroyable, tout est... C'est tout dingue, est- hein? Ah oui, c'est dingue. Ah, c'est fascinant. C'est Très fascinant. bien. Mais il y a un monde fou, vous avez vu ça? Allez, je vous emmène en garde à Allez, vue, en garde à Stéphane. vue, allez, On va en garde à vue. venez. Bah, c'est gentil de me mettre en garde à vue, mais... Ah non, vous n'allez pas m'enfermer. Je vais être quand même. votre avocate, Stéphane. Oui, c'est vrai, vous êtes avocate. Allez, on continue la visite. Allez. Je m'amuse énormément à être dans le décor de la série. Je vous Là, c'est- propose un peu de fraîcheur à présent. Est-ce qu'on n'irait pas au jardin Botanique, Oui, on y va. Situé sur les hauteurs de Déhay, le luxuriant jardin botanique, dont la réputation dépasse largement les frontières du village, renferme plus d'1 millier d'espèces de plantes tropicales ainsi que de nombreux arbres remarquables. Première étape incontournable de la visite, le bassin des carpes koi, une variété de poissons japonais particulièrement voraces. Ah, vous avez vu? Magnifique. C'est beau. Alors, Ah, mais moi, j'adore venir ici. je comprends. Vraiment, vraiment. Cet endroit n'a pas toujours été le jardin botanique que l'on connaît actuellement. Il faut savoir que Coluche est tombé littéralement amoureux de Déhay, allant jusqu'à acheter 7 hectares de terre. Alors au départ, il y avait juste une bicoque en fait sur cet emplacement-là, où Coluche passait son temps entre farniente et fiesta avec ses amis. Et un an avant sa mort, il va demander à son ami Michel Gaillard d'arborer l'endroit. Et puis à son décès, quelques années après, Michel Gaillard va en faire le jardin botanique et floral que l'on connaît actuellement. Ah, bonjour Jean-Marc. Stéphane, Bonjour je vous Jean-Marc, présente. bonjour. C'est Stéphane vous est le jardinier en chef. Tout à fait, avec 4 autres jardiniers, on s'en occupe. Le jardin, c'est mon bébé. Mais alors là, je suis sous un arbre extraordinaire. C'est quoi cet arbre, Jean-Marc? Ce palmier-là, on appelle talipo. Un talipo. Voilà, le seul palmier dans le monde qui fleurit, après ça, il meurt. Il faut attendre 80 années, il fait ses fleurs, et après ça, il fait des graines, et après ça, petit à petit, il commence à mourir. On continue la visite avec vous, Jean-Marc. Il n'y a pas de Oui. souci. On y Qu'est-ce va, que vous me Stéphane montrez comme arbre? Je vais vous montrer l'arbre du voyageur. Quel beau nom, l'arbre du voyageur. Dites-moi, Jean-Marc, Oui, je crois que vous avez bien connu Coluche, vous. tout à fait. Moi, j'ai connu Coluche quand j'avais 12 ans. J'étais à l'école toujours. Je venais ici ramasser des feuilles pour Coluche. Et en même temps, il nous donnait un petit monnaie pour comment apprendre à travailler. Et je Et me vous êtes suis devenu jardinier. jardinier. Alors, il est là, l'arbre du voyageur. Ouais, tout à fait. Mais pourquoi ça s'appelle l'arbre du voyageur? Tu vas en forêt, Oui. la rivière ne coule pas, tu as soif, tu veux boire de l'eau. Et tu vois cet arbre-là, qu'est-ce que tu fais? Bah, je le découpe. Je veux voir. Il suffit de tirer carrément. Oh, Et cette eau-là, on peut le boire. Si on a soif, la rivière ne coule pas, on veut boire de l'eau, on peut boire ça. Cette eau-là, il est pur. vous avez vu, c'est magique, C'est Stéphane. incroyable. Naturel. Ouais. Mais merci beaucoup pour votre visite. J'ai beaucoup appris avec vous, Jean-Marc. Merci Merci. beaucoup. Au revoir, Jean-Marc. Au revoir. Au revoir. Décidément, Déhay regorge de nombreux trésors. Caché derrière la somptueuse plage de Grand'Anse se trouve un endroit magique, l'étang Mitant. Cette étendue d'eau douce d'une superficie de près de 50 hectares renferme une faune et une flore extraordinaires. Mangroves, palétuviers, forêts marécageuses ou encore palmiers royaux sont à découvrir lors d'une balade en kayak inoubliable. De retour au cœur du village, nous sommes attendus pour une petite fête au son du guoka. Cette expression artistique qui allie danse traditionnelle et chant en créole est indissociable de l'identité guadeloupéenne. Le guoka est d'ailleurs inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2014. Je ne sais pas danser, moi. Comment ça se danse? Comme elle.
ici. Hein. On n'a pas envie de partir. On aime bien. C'est chaleureux, c'est sympathique. Et merci à vous, Marie-Sophie. Vous avez été une guide parfaite. J'ai adoré visiter Dé avec vous. Avec plaisir. J'aimerais remercier tout le monde. Merci pour votre accueil. Merci à tous. Si comme moi, vous vous rendez à Déhay, prenez le temps de profiter de ces plages paradisiaques. Promenez-vous dans son verdoyant jardin botanique. Et enfin, partez explorer la faune et la flore de l'étang Mitant. Partons à présent en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour découvrir le charmant village de Gassin qui occupe la 8e place de votre classement. Commune du Var labellisée plus beau village de France, Gassin est connu pour son bourg perché à 200 mètres d'altitude sur un rocher qui domine le golfe de Saint-Tropez et offre une vue imprenable sur toute sa baie. J'ai rendez-vous avec Jérôme, un Gassinois d'adoption, pour en prendre plein la vue. Bonjour Jérôme. Bonjour Stéphane. Avouez qu'être à Gassin avec un parapluie, je crois que c'est assez inhabituel. D'ailleurs, on l'utilise jamais, je sais même pas l'ouvrir celui-ci. Alors montrez-moi là, je suis en extase devant cette vue. Alors, il faut me croire, elle est encore plus belle Quand il fait beau. Nous sommes comme une vigie, donc on domine tout le golfe de Saint-Tropez. La baie de Pamplonne, Ramatuelle est là-bas, Saint-Tropez est où? juste derrière la colline. Est caché derrière la colline. Et là, on a le village de Gassin. Vous avez décidé d'y habiter quand? On est originaire de la région, Oui. avec ma femme. On a travaillé quand même pas mal de temps à Paris. On s'est retrouvés ici, voilà 5 ans à peu près. Oui. Bon, on va visiter le village, Jérôme, pour Allons-y. nous conduisez. Alors là, nous sommes sur les Barris, qui en provençal veut dire les murs. Oui. En fait, au Moyen-Âge, c'était un village fortifié. Tout à fait. La tour de l'église, c'était une tour de guet, initialement. Oh là, c'est ravissant. Alors où est-ce que vous m'emmenez là? J'aurais aimé vous présenter Janine, la doyenne du village. Janine était épicière à Oui. l'époque. Elle a toujours vécu à Gassin. Bonjour Janine. On avait commandé le soleil. On l'a commandé, mais tu vois, il n'est pas arrivé. Je vous fais la bise. Et Jérôme m'a dit que je ne pouvais pas venir à Gassin sans vous dire bonjour. Oui, c'est vrai. Et c'est vous qui aviez l'épicerie du village? Oui, 35 ans. 35 ans, dites donc. Voilà. Paf. À bientôt, Janine. Merci bientôt. beaucoup. Merci de votre accueil. C'est avec Nathalie, guide à l'Office du tourisme de Gassin et incollable sur son histoire, que se poursuit notre balade dans le village. Bonjour Nathalie. Bonjour. Stéphane. Bonjour. Alors, je vois à vos pieds les armoiries de la commune de Gassin. C'est un blason qui a été tiré des armoiries des seigneurs de Castellane, qui étaient les seigneurs terriens. Et la devise des Gassinois, c'est « Mieux vaut l'honneur que les honneurs ». C'est pas mal ça. Mais c'est incroyable ce village de Gassin. Vous connaissez toutes les ruelles, vous? Même si c'est un peu labyrinthique, je m'y retrouve. Bon, on vous suit, Nathalie? Très bien. On va aller à la porte des Sarrasins. Alors, quelle était la fonction de cette porte, Nathalie? C'était de protéger les habitants du village qui étaient dans l'enceinte fortifiée. Sarrasin, pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient d'une herse sarrasine qui était doublée d'une porte en bois, aujourd'hui disparue. Elle permettait donc d'être fermée s'il y avait des envahisseurs, comme les Sarrasins qui ont été chassés de Provence au Xe siècle. Eh bien, on continue notre visite. Allons-y. C'est l'hôtel rustique. Voilà, donc la légende veut qu'au moment du tournage de Dieu créa la femme, Brigitte Bardot a vécu dans la chambre au balcon ici. Mais dans cet hôtel, tout Saint-Germain-des-Prés venait, c'est vrai? On a eu Boris Vian qui Oui. est venu. Pagnol adorait venir manger la yoli de la tenancière. Il venait un petit peu rechercher le calme. Oui, vous voulez dire, il voulait être à côté de Saint-Tropez, mais loin de la frénésie de Saint-Tropez. Une autre curiosité du village, c'est l'Androuneau. Considérée comme la rue la plus étroite au monde, avec ses 29 cm de largeur, elle servait de rempart efficace contre les intempéries et la chaleur.
La voilà, cette petite rue. Ah oui, vraiment. J'espère qu'on va passer. Bah, d'abord, je vais fermer mon parapluie pour être certaine. Vous voyez, c'est comme une forme d'entonnoir. Oui. Alors évidemment, il va falloir se tourner de profil. Attention à la petite marche. Ben voilà. J'essaie de faire les choses avec élégance. Oui. Ah ben c'est pas simple. Hein. Non. Mais on y est arrivé. Merci Nathalie, merci Jérôme pour cette sympathique visite de Gassin. On se retrouve tout à l'heure. Je vais maintenant rejoindre Angélique qui perpétue une célèbre tradition culinaire provençale, la confiture. Bonjour Stéphane. Bonjour Angélique. Il y a combien de variétés de confitures? 480. Qu'est-ce qui marche le mieux? La framboise pétale de rose. Oui. Le fenouil à l'anis qui se mange beaucoup avec du fromage. Du melon à la lavande. On peut mélanger tous les fruits. Il y a tellement de possibilités. Et là, j'en ai créé une autre Oui. qui est en train de cuire. C'est fraise romarin. Fraise romarin. Vous voulez que je vous donne un coup de main Si vous pour... voulez. Eh bien écoutez, allons-y. La bassine de fraises romarin est déjà en train de cuire. On doit rajouter des fraises à la fin de la cuisson pour que ça fasse pas une confiture, comment dire, toute liquide, sans morceaux. C'est une tradition de la Provence de faire des confitures avec des fruits de saison. Oui, à l'époque, les agriculteurs, ils avaient beaucoup de fruits. De faire des confitures, c'était une solution pour les conserver. Donc là, on rajoute les fraises. Ensuite, je rajoute du sucre en fin de cuisson. Et le romarin? Il est là. Ah! Et après, il y a la mise en pot. Pourquoi vous avez retourné le pot? Pour enlever l'air, pour avoir le flop quand on ouvre. On le laisse refroidir Comme ça? comme ça. Et le lendemain, on le retourne. Prendre une petite cuillère. Vous voyez, vous avez entendu le flop? Ah oui, j'ai entendu le flop. Non, c'est bon. On sent vraiment le romarin. Merci beaucoup, je vous laisse continuer. Au revoir, Angélique. Au revoir. Me voici de retour au cœur du village pour rencontrer Serge. Il s'occupe avec une vingtaine d'autres bénévoles du Café Perché, un café associatif ouvert toute l'année. Bon, Serge, c'est une histoire un peu particulière, ce café. Oui, alors un jour, moi j'ai eu l'idée d'ouvrir un café associatif parce que bon, l'hiver, on est un petit peu abandonné. Donc il y en a quand même des gens qui visitent le village, même au mois de janvier, même au mois de février. Et puis il y a des gens du village aussi qui viennent boire un petit café. Et à tour de rôle, comme Voilà. ça, les bénévoles gardent le café. Voilà. On est deux, l'été 3 parce que c'est un peu plus intensif. On explique bien aux gens les plages pour aller se baigner les plus jolies, les balades à faire, on les reçoit le mieux qu'on peut. Voilà. Et c'est plutôt sympathique. Ça crée de la vie dans le village. Merci Serge. Allez, au revoir. Au revoir mesdames. Décidément à Gassin, on a le sens de l'accueil. C'est d'ailleurs régulièrement que ses habitants se retrouvent autour d'une partie de boules. Voilà. Mais petite originalité, ici les boules sont carrées afin de faciliter le jeu dans les rues pentues du village. Je l'ai. Ah ben voilà, je vous retrouve Jérôme, Nathalie. Alors expliquez-moi Jérôme. Donc là, il faut aller taper le cochonnet. Non, on ne dit pas le cochonnet, on dit le pitchoun. Le petit, le pitchoun. Le D'accord. pitchoun. Alors les professionnels vous diront qu'il ne faut pas la lancer mais la faire glisser. Alors, on tente? Eh bien on tente. Bravo. Oui, enfin. Vous n'avez pas joué Nathalie? Allez, venez là. Voilà. Oh, pas mal, bravo Nathalie, bravo. Merci à tous pour votre accueil. Vive Gassin. Merci beaucoup. Lors de votre visite à Gassin, admirez son incroyable vue sur le golfe de Saint-Tropez. Aventurez-vous dans la minuscule rue de Landrouneau. Et enfin, amusez-vous lors d'une partie de boules carrées avec les habitants du village. Continuons à présent notre balade dans la Drôme, plus exactement à Grignan, que vous avez placé à la 11e position.
Ce village ensoleillé et bucolique est décrit avec affection dans les correspondances de la célèbre marquise de Sévigné qui y séjourna à plusieurs reprises alors qu'elle rendait visite à sa fille venue s'installer à Grignan après son mariage. Pour découvrir Grignan et son magnifique château, j'ai rendez-vous avec Marie-Pierre qui va être ma guide aujourd'hui. Bonjour Marie-Pierre. Enchantée Stéphane. C'est vraiment la plus belle vue sur Grignan, non? C'est une des plus belles vues sur Grignan. En fait, Grignan est sur un piton rocheux d'environ 200 mètres d'altitude. Et vous voyez que le village est vraiment au pied du château. Au XIIIe siècle, le château est propriété de la famille Adhémar de Grignan. Il sert évidemment de forteresse et devient un château d'apparat au XVe siècle. Je verrai le château un peu plus tard, mais d'abord, j'ai envie de découvrir le village. Pas de souci, je vous accompagne. Voilà mon beau village. Mais c'est très vivant, non Marie-Pierre? C'est un village qui vit toute l'année. Qui vit toute l'année. Elles sont déjà belles. Elle a un très doux parfum. Et là, Marie-Pierre, il y a ces restes de balustrade, sans doute du château, évidemment, mais à la Révolution, quand on a désossé le château, ça a été récupéré par les villageois. On en retrouve un peu dans partout. certaines maisons Oui. du village. Ça, c'est magnifique, là. Donc là, on est sur le Mail. Et là, il y a un lavoir. Le lavoir de 1840. Il est inspiré du temple d'amour du Petit Trianon à Versailles qui avait été bâti pour Marie-Antoinette. C'est un lavoir qui n'était pas couvert au départ. Oui. Il a été couvert pour protéger les lavandières. Du soleil et de la pluie. Oui, il y a beaucoup de Mistral aussi. Oui, aussi, oui. Il ne faut pas l'oublier, le Mistral. Il fait partie aussi de notre vie à Grignan. Je vais peut-être faire mon marché. Je vais prendre des sachets de lavande. Pour mettre dans les armoires. Dans les armoires, Voilà. exactement. Et quand vous voyez qu'ils sentent moins, il suffit de frictionner le sachet. Ah, mais il y a Madame de Sévigné qui est là? C'est une statue de bronze. Et effectivement, on voit Marie de Rabutin-Chantal, la marquise de Sévigné, sur son fauteuil, avec sa plume. Sans doute est-elle en train d'écrire à sa fille. Oui. Sa fille, c'est Françoise Marguerite, qui avait épousé en 1669 François d'Aimar, le comte de Grignan, et qui vivait dans le château qui surplombe le village. Que vous allez aller visiter. Absolument. Merci beaucoup, Marie-Pierre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Noémie. Bonjour Stéphane. Présentez-moi ce château extraordinaire. On est là face à une façade Renaissance, très théâtrale, qui va relier les deux tours médiévales. On est ici sur la collégiale, donc en fait un toit-terrasse, ce n'est quand même pas commun. La marquise de Sévigné devait être éblouie quand elle venait voir sa fille. Elle s'invitait souvent. Elle adorait sa fille et cette séparation, quand le comte de Grignan est nommé lieutenant général du roi en Provence et qu'il retourne sur ses terres, pour elle, c'est un déchirement. Elle dit que tout lui manque parce que sa fille lui manque et donc évidemment, elle se dit, je la rejoins. Et donc, elle fait quand même un très long voyage. Elle prend le carrosse, elle prend le bateau sur le Rhône et elle a même chaviré dans le Rhône. Elle a été repêchée par des mariniers et le comte de Grignan les remerciera d'avoir sauvé sa belle-mère. Alors, je vous emmène à l'intérieur du château, dans les appartements de Madame de Grignan, dans sa chambre plus précisément. Ah, très belle chambre. Oui, très féminine. Oui. Elle a apporté la mode parisienne ici avec cette tenture de taffetas rayée noire et bleue, ce petit cabinet où elle pouvait ranger ses bijoux, ses lettres, notamment celles de sa mère. Alors, des lettres, elle en a reçu beaucoup de sa mère. 700, on dit. C'est énorme. Elle lui écrivait 2 à 3 fois par semaine. Ça prouve bien tout l'attachement qu'elle avait pour sa fille, ce besoin de garder le contact. Alors là, vous m'emmenez où? Dans la chambre de Tournon.
où est morte Madame de Sévigné, d'une infection pulmonaire en 1696. On pense qu'elle est vraiment morte dans cette chambre parce qu'en fait, c'est la chambre la plus chaude en hiver. Elle a été inhumée donc ici dans la collégiale. Oui, dans le caveau familial des Adhémar. À la Révolution française, ce caveau a été profané. On a pris son crâne, qu'on a scié en deux, pour en amener une partie à Paris pour qu'un médecin étudie ce crâne et y trouve la trace du génie littéraire. En 2005, le caveau a été réouvert. On a bien trouvé cette moitié de crâne. Incroyable. Merci beaucoup Noémie pour cette visite du château de Grignan. Pour rendre hommage à la mémoire de la marquise de Sévigné et saluer son incroyable œuvre épistolaire, un festival de la correspondance a lieu tous les étés à Grignan depuis 1996. À l'atelier Colophon où je me rends maintenant, c'est toute l'année que l'on cultive l'art de la typographie. Colophon, maison de l'imprimeur, c'est là. Bonjour. Bonjour Johan. Colophon, mais c'est quoi Colophon? Alors colophon, c'est ce qu'il y a sur la dernière page d'un livre. On indique la date, le lieu, mais aussi le caractère, le nombre d'exemplaires. Donc c'est la page de l'imprimeur, en fait. C'est la page réservée à l'imprimeur. À l'imprimeur. Ah, très bien. Et donc votre atelier, là? On peut le découvrir tout de suite. Bah. Là, on fabrique toujours. On y fait nos livres, nos affiches, toujours avec cette composition manuelle, avec les caractères en plomb. Ouais. Là, je vous propose de composer en typographie et ensuite on ira imprimer la page. Donc là, il va falloir prendre lettre par lettre. Alors, on va écrire quoi? Grignan. Alors là, j'ai un G. Et on va les mettre dans le composteur, comme ceci. Ça, c'est un R. Comme ça. Bah là, ça me paraît parfait. Et on va aller sur la fondeuse. Elle va fondre le plomb. C'est ce plomb fondu qui va arriver dans les moules des caractères qu'on vient de composer. Il faut mettre le composteur ici. On envoie une grande claque et on tire la bobine vers le bas. C'est bon. Et la voici qui est là. Oh là là. Donc ça, ce texte-là, on va pouvoir le mettre dans le châssis à côté de la presse et ensuite l'imprimer. Sauf que là, je vois que ça rentre pas, vous voyez. Alors, on va desserrer. Desserrer. Pour mettre la ligne à la place. Voilà. Voilà. Ah oui, ça tient. C'est bien. C'est très lourd. Oui, c'est du plomb, donc ça pèse son poids. On met ça dans la machine. Oui. Et là, on va pouvoir imprimer. Voilà. Waouh! C'est superbe. Mais merci beaucoup, Johan. Je vais aller retrouver Marie-Pierre. Marie-Pierre, où est-ce que cette calèche nous emmène? Alors cette calèche va nous faire un voyage dans le temps. Nous allons nous retrouver à la grotte de Rochecourbière, un lieu où la marquise de Sévigné, lors de ses séjours à Grignan, aimait venir s'y promener. Elle y écrivait ses lettres. Elle y partageait aussi des dîners champêtres. Nous vous avons concocté une petite surprise. Je vous j'adore laisse les découvrir. surprises. Bonjour mes seigneurs, bonjour mesdames. Oh là là, mais tout le monde est formidablement bien costumé. C'est magique. Je me croirais vraiment au siècle de la marquise. On va aller déguster. Romain, racontez-moi ce que vous nous avez préparé. Vous savez que Grignan, c'est quand même la région de la truffe. Oui. Donc, je vous ai trouvé des petites truffes fraîches. Vous avez des petites olives du pays. Vous avez des fromages de chèvre de Grignan, des artichauts à la barigoule. Merci pour ce merveilleux repas. Merci Marie-Pierre. Allez, vive Grignan! Lors de votre visite à Grignan, flânez dans ces jolies ruelles avant de monter jusqu'à son impressionnant château pour célébrer la mémoire de la marquise de Sévigné. Et n'oubliez pas, rendez visite à Johan dans l'atelier Colophon. C'est dans le Finistère, en Bretagne, que je vous emmène maintenant à la découverte d'un joyau du pays bigoudin, l'île Tudy, classée en 9e position. De l'océan et ses plages de sable fin d'un côté, à la paisible rivière de Pont-l'Abbé de l'autre,
Cette presqu'île, comme posée sur l'eau, vit au rythme des éléments. Un ancien village de pêcheurs aux airs de cartes postales, mais qui n'en reste pas moins dynamique et vivant, pour le plus grand bonheur de ses habitants. Géraldine et sa famille en font partie, côtoyant chaque jour ce petit paradis qui est loin de n'être qu'un village touristique. C'est avant tout un village qui vit toute l'année. C'est vrai que les gens connaissent l'île Tudy pour les grandes plages avec plein de monde l'été. Mais pour moi, l'île, c'est aussi voilà, c'est toute son histoire. Les fêtes sur le port, le festival si la mer monte au printemps. Finalement, c'est une vie de village assez simple, mais dans un cadre extraordinaire, quoi. Un cadre que Géraldine nous fait découvrir en compagnie de Sylvie, qu'elle retrouve sur la place de la Cale, prisée des amateurs de restaurants et de terrasses. Bonjour Géraldine. Salut Sylvie. Ça va? Ça va, oui. Sylvie est guide. Elle connaît par cœur son village et son histoire. Quand je suis arrivée la première fois, il y a 20 ans, je pensais que c'était une île, en fait, tu vois, l'île Tudy, mais pas du tout. Ici, c'était quand même une île au départ, rattachée à Sainte-Marine par un fin cordon dunaire qui était recouvert à marée haute. Le fait d'avoir construit la digue de Quermort entre 1852 et 1854 a permis à l'île de perdre son insularité. C'est toujours agréable de se balader dans ces ruelles. Oui, oui. Et puis le village, en fait, il a gardé son âme de pêcheur. Un glorieux passé de la pêche à la sardine qui a fait vivre le village jusqu'au milieu du 19e siècle et qui a laissé son empreinte. Car de l'église Saint-Tudy et ses vitraux à l'ancien abri du marin, sans oublier les multiples maisons de pêcheurs, la mer et la pêche sont ici partout célébrées. Il y a eu jusqu'à 3 grosses conserveries de sardines à l'île Tudy. À cette époque, la population, en fait, était importante, 1240 habitants. Ah ouais! Et il y avait un peu plus de 80 chaloupes sardinières qui venaient amener les sardines sur l'île Tudy. Un passé révolu qu'ils ne sont plus nombreux ici à pouvoir transmettre. À 90 ans, Marguerite fait exception. Elle est l'une des dernières à avoir connu la pêche à la sardine. Géraldine et Sylvie la rejoignent au pied de cette cloche qui a toute une histoire. On appelait ça la corne qui sonnait que le poisson était arrivé. Donc on allait, tout le monde se préparer pour aller à l'usine. J'ai commencé à 15 ans quand même, hein, voilà. c'était comme ça. C'était pour tout le les monde. garçons allaient à la pêche et les filles à l'usine. Je suis là, c'est les sardines qu'on nous a mis sur les tables. On est en train de les étêter. C'était comment l'ambiance dans l'usine? L'ambiance était formidable. Marie-Thérèse, mon amie, que j'adorais, qui était vraiment pour moi une sœur. Et elle chantait très très bien. Et puis avec elle, tout le monde chantait. C'était formidable. Aujourd'hui, les bateaux de pêche ne débarquent plus ici, mais les marins sont toujours là. Ah, Coco, ça va? Ça va? Ouais, tu fais attention, ça peut... Yvelin II, retraité de la Marine nationale, ce bénévole de la Société nationale de sauvetage en mer embarque Géraldine. Alors là, tu m'emmènes où du coup ce matin? Bah écoute, on va aller faire le tour de la perdrix. Ah oui, volontiers. Encore un peu d'eau, là, on peut y aller. Avec la lumière du matin, là, c'est magique. Situé entre l'île Tudy et sa voisine Loch Tudy, cet ancien phare qui fait la fierté du village est aussi accessible à pied à marée basse. La perdrix, c'est vraiment le monument emblématique de l'île Tudy. On le voit partout, toutes les photos, les cartes postales. Elle fait presque 18 mètres de haut. Alors, une petite histoire, à l'île Tudy, on l'appelle la perdrix, et puis à Loch Tudy, il l'appelle les perdrix. Dans certains villages, il y a la guéguerre de clocher. Chez nous, c'est la guéguerre du phare. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique, ce phare. D'autant plus qu'il se marie parfaitement au village, dont la pointe ressemble en tout point à la proue d'un bateau. Une mer omniprésente que chaque île tudiste côtoie. Et que ce soit en bateau ou bien à pied, ils ont tous à cœur de préserver ce littoral. Ainsi, il y a 3 ans, le village a décidé de mettre au repos biologique son estran, tellement prisé des pêcheurs à pied que les coquillages y avaient quasiment disparu. C'est bon, on a la liste des points GPS. Régulièrement, Yves et Quentin du comité des pêches se rendent sur site afin de prélever, compter et mesurer ces coquillages. Là, il y a des juvéniles, c'est ça? Tu vois, voilà, ah oui, des tout petits là. Toute petite palourde. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que les reproducteurs ont pu jouer leur rôle et donc la ressource revient.
C'est ce qui fait aussi tout ce charme, elle, tu dis, c'est cette possibilité de venir en famille sur l'estran, même sans récolter énormément de coquillages, mais se faire plaisir, venir prendre un bon bol d'air, tout en sachant que cette ressource, elle est fragile et qu'il est très très important de la respecter. En attendant de pouvoir à nouveau pêcher à pied, Géraldine va en apprendre un peu plus sur un autre patrimoine culturel cher à ce village bigoudin, les fameuses coiffes. En plein travail, Nadine, brodeuse, l'attend dans l'un des restaurants situés au cœur de l'île Tudy. Alors, je suis en plein dessin, comme tu le vois. C'est fin, c'est hyper fin, c'est super joli. Constituant la première étape, le dessin est ensuite reproduit sur du tissu, puis brodé, avant d'être ajouré au ciseau afin que les motifs apparaissent. Souvent, les gens croient que les petites coiffes, c'était porté par les petites filles. En fait, pas du tout. C'est une histoire d'époque uniquement. Donc ça, c'est une coiffe qui correspond aux années 1900 à peu près. Et ensuite, la coiffe, elle a continué à monter jusqu'aux années 50. Et le mot bigoudin, c'est pas une histoire de... Alors, le mot bigoudin, ça vient effectivement de la petite pointe qu'on trouvait ici. C'est ça, d'accord. Voilà, cette toute petite pointe. Et t'as des enfants qui te demandent d'apprendre ? Oui, ça se transmet pas mal aux jeunes. C'est plaisant de voir les jeunes s'y intéresser. Et oui, c'est une manière de transmettre aussi ce savoir-faire, quoi. Tout à fait. Et s'il est une autre tradition qu'on sait perpétuer en Bretagne, c'est bien celle des spécialités locales qu'on partage en famille ou entre amis. À l'île Tudy, il n'est pas rare que les habitants se retrouvent ici dans le jardin de la Pointe, où la vue sur l'océan est imprenable. Et on en a profité pour inviter nos ostréiculteurs locaux, Simon et Guillaume, qui produisent des huîtres sur la commune. Vous avez un bon assortiment avec bien sûr le petit cidre qui va bien, de ce qu'on aime consommer ici à l'île Tudy, quoi. De passage à l'île Tudy, baladez-vous dans les ruelles de cet ancien village de pêcheurs. Prenez l'air le long du littoral et faites le tour, vous aussi, de la tourelle de la Perdrix. C'est à 20 km de Rouen, Normandie, que se situe le village de Ries, que vous avez classé en 7e position. Sa grande rue est bordée de splendides maisons à colombages ou en briques rouges. Un paysage normand typique qui aurait inspiré l'auteur Gustave Flaubert pour l'écriture de son célèbre roman Madame Bovary. Valentine, qui a grandi ici et vit désormais à Paris, reste sous le charme de son village. Je suis très attachée à ce village par son patrimoine culturel littéraire fort, à sa nature qui l'environne. Il fait vraiment bon vivre à Ries et c'est pour ça que j'y reviens très régulièrement. Pour nous faire découvrir Ries, Valentine rejoint Anne, directrice de l'Office du tourisme local. Et vous allez voir qu'Emma Bovary est absolument partout dans le village. On est ici au centre du village de Ries et on va aller découvrir tous les indices qui permettent de supposer que c'est le village qui a inspiré Flaubert pour son roman Madame Bovary. On y va ? Ouais, allons-y. Quelques années après la mort de Gustave Flaubert, un journaliste rouennais pointe en effet d'étonnantes ressemblances entre le village de Ries et l'histoire racontée dans les pages du roman. Ici, on a un premier indice, c'est la grande rue qui, comme dans le roman de Flaubert, est longue d'une portée de fusil et bordée de quelques boutiques. Le deuxième indice, c'est cette maison qui a toute son importance. C'est dans cette maison que vécurent le couple Eugène et Delphine Delamarre, qui se sont mariés en 1839. Delphine Delamarre était une jeune femme qui vivait un peu en décalage avec son rôle de mère de foyer dans un petit bourg de province. Elle avait des aspirations un peu autres et on lui a prêté plusieurs aventures extra-conjugales. Il y a plein d'éléments dans leur vie en fait, qui coïncident vraiment avec le couple Emma et Charles Bovary. Leur métier, la différence d'âge, la chronologie des éléments de leur vie. De tout temps, le village de Ries a inspiré les artistes. Alors quand, en 1991, Claude Chabrol décide d'adapter Madame Bovary au cinéma avec Isabelle Huppert dans le rôle titre, c'est tout naturellement ici qu'il installe ses caméras sous le porche de l'église du village. Le magnifique porche. Et oui, ça c'est la grande fierté du village de Ries. Il a été édifié au XVIe siècle. Alors ce porche présente une voûte en coque de bateau renversée. Tu peux aussi admirer tous les détails de bois sculptés. On découvre des scènes avec des animaux imaginaires, des détails végétaux, des représentations de guerre. Superbe décor de film. Et ce décor de cinéma n'est pas le seul trésor de Ries. À chaque coin de rue, on trouve les traditionnelles maisons à colombages, si caractéristiques de la Normandie et que les Riais s'appliquent à restaurer dans les règles de l'art.
Autrefois lieu de passage et grand bourg marchand, Ry comptait de nombreuses boutiques, auberges et restaurants. Aujourd'hui, le village a su garder une trentaine de commerces, un chiffre record pour une commune de 800 habitants. C'est dans la boutique de Muriel qu'Anne et Valentine terminent leur balade. La couturière est une grande amoureuse du village et de l'héroïne de Flaubert. Elle y anime des ateliers de confection pour les enfants. Nous sommes en train de customiser des robes. Nous leur donnons un côté Emma Bovary. Et toi aussi, tu portes une belle robe? Moi, j'aime bien être dans l'esprit du village. Ici, on a l'impression d'être toujours à l'époque d'Emma Bovary. Et ce qui n'a pas changé non plus depuis l'époque d'Emma Bovary, c'est le goût des Normands pour le cidre, cette boisson traditionnelle de la région dont Flaubert vante les mérites dans les pages de son roman. Valentine retrouve Olivier dans ses vergers à la sortie du village. Bonjour Olivier. Bonjour Valentine. Alors qu'est-ce qui se passe à cette époque de l'année dans les vergers? Eh bien à la ferme en ce moment, on peut admirer la floraison. On regarde un peu combien on a de fleurs parce que chaque fleur donnera une pomme. Donc ça nous donne une idée de notre récolte de cet automne. La récolte sera bonne cette année? La récolte devrait être pas mal. Et pour faire un cidre, il faut plusieurs variétés de pommiers, non? Eh bien tout à fait, parce que pour faire un cidre, il va nous falloir du jus sucré, du jus avec de l'acidité et aussi de l'amertume. Et c'est en contrebalançant toutes ces saveurs qu'on réussira à faire un bon produit. Est-ce que ça te dirait d'aller goûter notre cidre? Bah écoute, avec plaisir. Santé, Harry? Harry. Le cidre, c'est l'ingrédient par excellence des recettes normandes. Valentine profite d'une livraison dans le restaurant du village pour découvrir l'une d'elles, les suprêmes de poulet, inspirés du menu de noces de Madame Bovary. Voilà Valentine, je te présente le chef, Corentin. Bonjour Corentin. Pour cette recette, les suprêmes sont accompagnés de pommes flambées au calva. On fait légèrement colorer les pommes. On va rajouter de la cassonade pour ajouter ce côté sucré et la coloration. En attendant, on fait juste colorer nos suprêmes de chaque côté. Le calva. Waouh. Ça sent bon. Une fois que les poulets sont colorés des deux côtés, on les débarrasse. On va garder la poêle qui ont eu les sucs du poulet. Et là, on va utiliser notre cidre. On déglace la poêle. Et on va crémer La crème. la bonne crème de Normandie. Et on laisse réduire pour concentrer tous les goûts. Quelques minutes de cuisson plus tard, l'assiette est dressée et il ne reste plus à Valentine qu'à déguster. Le bon goût de la Normandie. À Ry, on ne manque décidément jamais une occasion de célébrer l'héroïne flaubertienne qui a fait la renommée du village. Comme lors du Festival Bovary, qui chaque année au printemps propose lecture, représentation théâtrale et danse de l'époque. C'est ce qu'on aime à Ry, c'est l'ambiance chaleureuse, de pouvoir faire danser les gens, de rassembler. Ry, c'est l'amour du patrimoine, l'amour de la culture et la joie de se retrouver tous ensemble pour faire la fête. Comme nous disons, nous, à Ry, tout le monde rit. Si vous venez à Ry, ne manquez pas de marcher dans les pas d'Emma Bovary en arpentant la grande rue pour découvrir ses jolies maisons. Prenez le temps de visiter l'église Saint-Sulpice et son incroyable porche. Enfin, faites un crochet par la cidrerie du village pour goûter le breuvage favori des Normands. Niché au cœur du splendide marais breton vendéen, voici Salertaine, que vous avez classé à la 6e place. Représentant la région Pays de la Loire, ce village vous séduira à coup sûr, tant la nature est ici omniprésente et le patrimoine riche, qu'il soit bâti ou artisanal. Car Salertaine fait la part belle depuis près de 20 ans aux artisans en tout genre, qui contribuent au dynamisme local, animant toute l'année les ruelles de ce village vendéen. L'un de ces artisans s'appelle Céline. Elle est relieuse et cartonnière, installée à Salertaine depuis 5 ans. La région, les canaux, le village est une source d'inspiration pour nombre d'entre nous. C'est une ambiance plutôt sereine et calme. Pour moi, c'est un nid quelque part. Alors peut-être aussi parce que c'est une ancienne île. C'est un peu l'idée que j'ai de Salertaine.
Aujourd'hui, Céline nous fait découvrir ce village qu'elle aime tant, constitué à la fois d'un bourg mais aussi d'un marais. Bonjour Céline, ça va? Incontournable et accessible toute l'année, en famille ou entre amis, il raconte l'histoire de Salertaine et lui confère cette atmosphère si apaisante. On y va? Eh ben, c'est parti. Wow. Le marais qui s'offre à nous. C'est d'un paisible. Tombé amoureux de ce cadre unique, Luc, guide local, connaît chaque recoin de ce marais breton vendéen, constitué de canaux, de prairies humides et parsemé de maisons typiques en toit de chaume comme la Bourrine à Rosalie qui se visite également. Ce territoire était à l'origine consacré à la production de sel. Par rapport à l'étymologie de Salertaine, est-ce que ça a un lien avec les marais salants? Eh ben oui, il y a bien un lien. Salertaine, le sal, le sel. Et en fait, l'histoire des marais salants, c'est une histoire qui est déjà assez ancienne. Et au début du Moyen-Âge, les seigneurs du coin ont fait appel à plusieurs communautés de moines qui ont fait un énorme travail d'aménagement et d'exploitation des marais salants pendant 3 siècles. Et toute la région ici a été au Moyen-Âge vraiment le centre de production de sel maritime le plus incroyable et le plus étendu qu'on ait jamais connu de par le monde. À force d'être envasés et gagnés par la mer, les marais salants laisseront finalement place à ce splendide tableau fait de verdure et d'eau. Une zone humide préservée, très prisée des amateurs de faune et de flore. Un espace naturel auquel s'ajoute à Salertaine un patrimoine bâti tout aussi remarquable. 2 églises, dont l'église Saint-Martin, classée et datant du XIIe siècle, est une merveille architecturale de l'art roman. Et plus loin, un autre monument fait la fierté des Salertainois, le moulin de Réré. Bonjour Richard. Ça va? Ça va et toi? En plein boulot? Bah ouais. Ouais. Un petit peu de vent. Un peu de vent? Tu crois que ça va tourner? Ouais, j'espère. Ce moulin vieux de presque 500 ans, ouvert au public toute l'année, est le bureau de Richard, meunier ici depuis 20 ans. Alors c'est parti. Ça y est, ça tourne. J'adore ce moment. Tous ces mouvements, vraiment, c'est une énergie et il est vivant ton moulin. Oui, c'est une machine qui vibre en fonction du vent, des vents forts, des vents faibles. Alors, le son. C'est un peu les battements du cœur. Je passe ma journée à écouter le moulin. C'est le seul moulin à vent en France qui s'est jamais arrêté de tourner au vent. Depuis le jour où il a été mis en route, au milieu du XVIe siècle, la charpente date de 1555, jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment que le vent qui le fait tourner. Et ça, c'est exceptionnel. D'autant plus que ce moulin continue de produire une farine d'exception. Ce petit bruit là, le tic-tac, c'est ça qui fait tomber le grain au centre de la meule. Il est broyé et puis ça le transforme en farine. Et du coup, le fait d'avoir une farine moulue sur une meule, ça lui donne des particularités. Ça c'est un très gros avantage. Ouais. Parce que la meule, tu le vois, elle tourne pas très vite. La farine ne chauffe pas. Et comme elle n'a pas chauffé, la farine va garder toute sa valeur nutritive. Un savoir-faire artisanal que Salertaine cultive au pluriel. Céramistes, maîtres verriers, brodeuses, ils sont ainsi une vingtaine d'artisans à ouvrir leurs portes au public, faisant la renommée du village. Céline a rendez-vous à l'entrée de Salertaine avec Antoine, coutelier. Bonjour Antoine. Comment vas-tu ? Salut Céline. Qu'est-ce que tu fais là ? Alors là, je suis sur une petite lame de couteau, donc un couteau brut de forge. Ça te dit d'essayer de forger ? Pourquoi pas ? Écoute, j'ai jamais fait. On va pouvoir forger un clou si tu veux. Donc, tu frappes fort ou pas ? Question bête. C'est pas de la pâte à modeler. Oui, la précision. C'est le maître mot. Ouais. Comme ça, c'est bon ? Notre-Dame de Paris, elle n'est pas prête d'être remontée. Est-ce que tu as développé un couteau particulier au village, par exemple ? Tout à fait, ouais. J'ai développé un modèle de couteau pliant qui s'appelle le Certaine, qui signifie Salertaine en patois maraîchin. Et alors toi, donc ça fait pas très longtemps que tu es parmi nous à Salertaine. Comment tu t'y sens ? J'ai été bien accueilli et puis c'est un univers sympa. Ça crée du dynamisme en fait sur le village. C'est vrai que c'est intéressant pour les gens de venir découvrir les métiers. Et puis c'est des boutiques ateliers, quoi. C'est pas uniquement des boutiques. Donc ils nous voient travailler, donc c'est vraiment un atout, quoi. Ajoutez à cela l'accueil des Salertainois et les nombreux atouts culinaires de la région
à déguster, pourquoi pas, dans le jardin de vos lieux, le poumon vert de Salertaine. Et c'est sûr, vous ne repartirez plus. Ce qui est incontournable en Vendée, c'est la brioche vendéenne. On a ici les gaufres maraîchines, le flan maraîchin également, et le préfou vendéen qui maintenant est connu nationalement. Donc ça, c'est très très bon, moi j'adore. À Salertaine! De passage à Salertaine, baladez-vous dans le Marais, attardez-vous dans les ateliers boutiques des artisans et poussez la visite jusqu'au moulin de Réré. En bord de forêt de Fontainebleau, longeant la Seine, le charmant village de Thomery en Seine-et-Marne arrive à la 12e place de votre classement. Niché dans un écrin de verdure à 70 km de la capitale, Thomery resplendit par son joli port pavé et ses ruelles bordées de maisons en meulière. Étudiante en histoire de l'art, Agnès a décidé de s'installer à Thomery il y a 4 ans. J'adore ce village parce qu'il est dans une nature vraiment complètement incroyable. C'est hyper verdoyant et puis son histoire est vraiment passionnante avec des personnages illustres qui y ont vécu, mais aussi une architecture, moi, que je trouve très 19e parce que c'est la période qui me plaît le plus. Et voilà, je m'y sens vraiment très bien. La visite de Thomery débute sur la Seine. Bonjour! Agnès y rejoint Pauline, auteure d'un livre sur Thomery où elle vit depuis sa plus tendre enfance. Un grand pas. Merci! Tu es déjà venu sur la Seine te promener en bateau? Non, c'est une grande première. Eh bien, c'est la meilleure façon d'apercevoir le village. Un cadre bucolique qui invite les Thomérions à la détente dès les années 1900. Thomery devient même une destination de villégiature. Après la Première Guerre mondiale, une guinguette s'est établie à Thomery. On l'appelait d'ailleurs Thomery-Plage. Et les Parisiens arrivaient depuis la gare de Lyon par ce qu'on avait appelé le train du plaisir. Ils venaient se baigner, évidemment, dans la Seine, et surtout, ils venaient danser le soir. C'était des dimanches merveilleux et ça a eu un succès considérable. La Seconde Guerre mondiale aura raison de Thomery-Plage, mais les habitants conservent cet amour des bords de Seine et de ses trésors. C'est trop beau! Parmi eux, quelques joyaux d'architecture à découvrir au fil de l'eau. Elle est vraiment incroyable, cette maison. Elle s'appelle le chalet du Clos Bondieu. Elle a été construite par Gustave Eiffel en 1889 pour l'exposition universelle à Paris. Et puis après l'exposition, elle a été démontée et reconstruite à Thomery. On approche du port, Agnès, le port des Fonderies. Et c'est d'ici que partaient les marchandises de Thomery? Oui, notamment le raisin qui a fait la fortune et la prospérité de Thomery pendant très longtemps. Ce raisin, c'est le chasselas de Thomery, cultivé dans le village au XVIIIe et XIXe siècle. Agnès va découvrir sa particularité en compagnie de Claude, un Thomérion amoureux de ce qu'on appelle ici le raisin d'or. Alors on est dans les chemins des Longs-Sillons. C'est un chemin qui donne accès à beaucoup de parcelles sur lesquelles on cultivait le chasselas. Comment est arrivé le chasselas à Thomery? Alors, il est arrivé par monsieur François Charmeux, qui était fils de viticulteur. Et il a eu l'idée d'aller au château de Fontainebleau récupérer des petits sarments de vigne pour planter dans le village. Alors le succès est au rendez-vous et on récoltait jusqu'à 800 tonnes de chasselas par an à peu près. Et en une bonne année de récolte, le gros propriétaire pouvait s'acheter une maison. Ah oui, impressionnant. Le pied de vigne n'est pas du tout cultivé de la manière traditionnelle? Ah oui, là, dans le village, vu la fraîcheur du climat, on a construit des murs pour pouvoir palisser la vigne. Donc le mur va absorber la chaleur le jour et va la restituer la nuit. Si bien que le raisin sera toujours au chaud. Donc ça permet au chasselas de mûrir plus vite. Cette culture des pieds de vigne à la verticale prend le nom du village. Le raisin chasselas de Thomery devient célèbre en France, mais s'invite également à la table des rois d'Angleterre et des tsars de Russie. Alors, pour pouvoir en consommer toute l'année, les Thomérions développent une technique de conservation inédite. Là, on est dans un fruitier, une chambre à raisin. C'est incroyable, mais il y a combien de bouteilles ici? Là, il y a à peu près 7 à 8 000 bouteilles dans tout l'étage. Alors, quand on va récolter le chasselas sur les murs, on enlève les feuilles, les petits grains qui sont abîmés, et on va rentrer ça dans les bouteilles qui ont été au préalable remplies avec de l'eau des puits. Et grâce au fruitier, on garde les fruits combien de temps? En gros, on les garde 7 mois, en gros, du poids de fin septembre jusqu'à fin mai. Son coût de production élevé et l'arrivée des fruits exotiques en France font petit à petit disparaître le chasselas de Thomery des étals des primeurs.
Mais ces murs de vigne sont aujourd'hui inscrits aux monuments historiques. L'autre monument incontournable à Thomery, c'est le château de By. Cet ancien domaine seigneurial du XVe siècle a été acquis en 1859 par l'artiste peintre Rosa Bonheur. À l'époque, elle est la première femme à acheter un bien immobilier à son nom, et ce grâce au seul fruit de son travail. Aujourd'hui, le château est toujours la propriété d'une femme, Catherine, investie dans sa mission de faire vivre l'œuvre de cette grande artiste. Il faut imaginer une femme au 19e siècle qui décide de devenir célèbre en peignant des animaux. C'est complètement extravagant. Les femmes, à cette époque-là, quand elles arrivaient à peindre, elles se contentaient de petites peintures, des petits sujets bien mignons, des portraits, des fleurs. Elle va choisir des modèles absolument considérables, des gros animaux sur des grandes toiles. Et c'est comme ça qu'elle va s'imposer, qu'elle va pouvoir prouver que les femmes et les hommes sont égaux devant l'art. Et elle portait même le pantalon. Oui, parce qu'il faut qu'elle aille dans les foires aux bestiaux, il faut qu'elle aille dans les abattoirs. Et j'imagine, avec une grande jupe, c'était pas possible. Donc elle va obtenir l'autorisation de porter le pantalon. Une autorisation qui s'appelle une permission de travestissement. Ça nous fait sourire aujourd'hui, hein? Oui. Rosa Bonheur aime peindre les animaux, mais elle aime par-dessus tout leur compagnie. À l'époque, l'artiste s'entoure d'espèces plus étonnantes les unes que les autres dans le jardin de son château. Tu vois Kiki ici, son sanglier apprivoisé, elle en avait 2. Mais il y a aussi un loup, Ernest, et puis peut-être les plus étonnants, ceux qui ont défrayé la chronique à l'époque, eh bien ce sont ces lions. Là on a Fatma, elle a eu 3-4 couples de lions avec lesquels elle vivait en très bonne harmonie avec les autres animaux. Une passion sans limite pour les bêtes et un incroyable talent qui font de la peintre l'artiste la plus vendue au XIXe siècle, mais aussi la première femme à recevoir la Légion d'honneur. Son château est aujourd'hui l'écrin somptueux d'expositions et d'un festival de musique tous les étés pour honorer à sa juste valeur la mémoire de Rosa Bonheur. Donc là maintenant on est sur le toit-terrasse du château. Je comprends pourquoi elle aimait venir ici. Bah oui, ça lui permettait à la fois de voir ses animaux, de pouvoir profiter aussi du parc. Puis regarde la vue sur Thomery. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Si vous êtes de passage à Thomery, ne manquez pas de vous perdre dans le chemin des longs sillons pour comprendre la culture du raisin Chasselas. Descendez la Seine en bateau, à pied ou à vélo pour admirer les jolies maisons qui l'abordent. Et enfin, découvrez le château de By, l'élégante demeure de l'artiste Rosa Bonheur.